Keïta a eu à faire dans la salle des anciens combattants le film des événements qui se sont déroulés à Dakar les 19 et 20 août 1960. Aujourd'hui, l'Union soudanaise a convoqué son congrès extraordinaire afin de permettre au pays tout entier, représenté ici par les délégués, pour déterminer sans équivoque sa politique générale dans le cadre des options à venir. Et en raison de l'importance du congrès, vous savez que la direction a eu, outre les délégués officiellement invités, on a eu à faire associer à ce congrès une large participation des organisations nationales telles que les syndicats, la jeunesse, les anciens combattants et les femmes. Ceci pour donner à notre congrès toute son importance et que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y ait plus d'équivoque dans les décisions que nous aurons à prendre. Alors, je vais maintenant passer la parole au camarade Idrissa Diarra, secrétaire politique du parti, qui va prononcer les discours d'ouverture. Le congrès qui s'ouvre aujourd'hui est notre premier congrès extraordinaire, dicté par les événements qui viennent de se dérouler à Dakar. Il devra faire un choix en ce qui concerne les relations de la République soudanaise vis-à-vis de la situation au Mali, de l'attitude de la République française, de la communauté et des autres nations africaines. Enfin, il devra dégager une ligne de conduite ferme en ce qui concerne notre politique interne. Nous plaçons ce congrès sous le signe de la vérité et de la sérénité. Il faut aussi que ce congrès soit celui des réalités. Il faut qu'il dégage une ligne politique précise dans le domaine économique et financier, de façon à ce que nous puissions établir un plan à long terme, tenant compte tout d'abord de nos propres possibilités en dehors de tout apport extérieur. Devant de tels problèmes, il n'est plus possible de louvoyer dans les contradictions qui nous entourent et dont nous mesurons à présent toute l'ampleur. Le temps des équivoques d'une part et de la démagogie d'autre part doit être révolu à jamais. Plus de paroles hors de mesure avec une réalité pratique. Plus de positions, plus de mesures sans préparation et avec la vision concrète de nos impératifs. Le déroulement des événements depuis 2 ans, pour aussi triste qu'il soit pour l'Afrique, aura du moins servi de leçon. Il aura levé certains doutes, précisé certaines attitudes équivoques et dissipé certaines illusions, à la fois sur le plan de nos rapports avec le gouvernement de la République française et sur le plan des rapports entre le gouvernement des nations africaines. Les positions internationales ne procèdent pas toujours de la seule raison, de la seule justice ou de la seule logique. Elles sont plus nuancées en fonction des impératifs de chaque pays. Même les grandes nations n'échappent pas à cette règle. Indépendants, nous sommes comptables de nos déclarations et de nos actes devant tous les pays du monde. Nos faits, nos propos ne peuvent plus être considérés comme l'opposition d'un territoire à une métropole, ni d'un parti à un gouvernement. Nous sommes entrés de plein pied dans l'arène internationale. Nous devons en être fiers, mais surtout conscients. Notre congrès n'est destiné à faire le procès de personne. Bien au contraire, il est destiné à tirer les conclusions positives, à dire froidement ce que nous avons à dire, sans viser des personnes en particulier ou des peuples en général. Les peuples du Sénégal et les peuples de France ne sont pas en cause. Ils sont tous les deux l'objet d'une seule et même mystification qui revêt selon les cas un aspect différent. Cette constatation que nous avions eu tendance à oublier nous permettra dans ce congrès, à la faveur de nouveaux développements
de situer les problèmes à leur niveau réel, abstraction faite de tout verbalisme ou de toute passion. Les uns et les autres, nous avons sous-estimé certains défauts humains, tels que l'ambition personnelle. Enfin, nous avons tous plus ou moins cru à l'impossible, c'est-à-dire à l'éveil du sentiment national africain chez certains leaders sénégalais. Nous avons sous-estimé les degrés d'abdication de la personnalité africaine. Nous en sommes ainsi arrivés à la situation actuelle. Par ailleurs, il est certain que la division de l'Afrique est conforme à l'orientation politique de ceux qui veulent continuer à la servir et qui le mettront tout en œuvre pour y parvenir. Croire qu'ils peuvent se reconvertir est une dangereuse illusion. La division du Mali est leur œuvre. Sous la pression des événements, la ligne politique française s'est infléchie en surface, mais en profondeur, elle a gardé les mêmes intentions. Maintenir sa domination en Afrique dans tous les domaines. La seule différence avec le passé consiste en ce qu'elle est obligée, actuellement, d'en confier l'application à des Africains. Il est douloureusement pénible de constater que certains dirigeants africains acceptent délibérément de se faire les auxiliaires de la division en Afrique. Ils essayent de nous attirer l'inimitié de tel ou tel pays en nous prêtant des sympathies pour telle ou telle idéologie. Ils font exprès de confondre un certain dirigiste économique avec le communisme et sa philosophie athée. Comment pourrions-nous être partisans, nous, en Afrique, d'une philosophie athée, alors que nous sommes croyants à une grande majorité, pour ne pas dire à l'unanimité? La réalité est tout autre. Nous sommes conséquents en étant partisans de la libération de tous les peuples colonisés. Nous sommes conséquents en recherchant l'application d'une politique économique planifiée, conçue en fonction de l'intérêt des populations africaines d'abord, et non en fonction des intérêts les plus souvent privés des ex-métropoles. Nous sommes au pouvoir parce que nous avons la confiance des populations, et nous pensons, comme le pensent les plus grands économistes du monde, que le meilleur moyen d'élever leur niveau de vie consiste à contrôler, diriger, orienter tous les secteurs de l'économie. Pour nous, l'indépendance politique sans l'indépendance économique n'est pas une véritable indépendance. Mais les différentes façons de concevoir le développement de nos pays n'excluent pas à elles seules l'échec d'abord de l'art de regroupement, ensuite de la division du Mali. Toutes ces différences, qui ne sont souvent que des nuances, auraient pu se manifester au sein d'un vaste regroupement des États de l'Ouest africain. Si les recommandations de la conférence d'octobre 1958 avaient été suivies, si tous les États de l'Ouest africain avaient répondu à l'appel de notre secrétaire général Modibo Keïta en décembre 1958, la conférence fédérale de Bamako des 29 et 30 décembre 1958 aurait pu jeter les fondements de large regroupement. La cristallisation du nationalisme au niveau de chaque État était le gros écueil à éviter, et la conférence en dénonçait clairement les dangers. Déjà, en effet, au moment du référendum, il était net que chaque État, né à peine un an et demi plus tôt, avait tendance à se singulariser et que les partis devenaient un lien de plus en plus lâche entre les États. À ce moment-là, le durcissement des micronationalismes pouvait être évité, ainsi que la différenciation politique au niveau de chaque État. On sait le sort qui fut réservé à la Fédération du Mali, qui groupait 4 États au départ, et on connaît les événements du 28 août 1960, on en connaît aussi les raisons. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit plus de se pencher inutilement sur le passé, de regretter ceci ou cela, de spéculer sur ce qui aurait pu arriver dans d'autres conditions. L'essentiel est d'étudier le passé pour en tirer des conclusions pratiques. Au point où en sont les événements, il nous faut prendre des décisions claires, non pas en les basant sur des raisonnements, mais en partant des faits. La réalité est nette. Compte tenu des événements qui viennent se dérouler, compte tenu des contacts qui se sont multipliés depuis quelque temps, parfois de façon imprévue, une conclusion s'impose. Les conditions d'une véritable unité africaine ne semblent pas réalisées. Cela ne nous empêche pas, pour autant, de rester fidèles à cette perspective qui deviendra tôt ou tard une grande réalité. À la suite des événements de Dakar, certains, soit en France, soit en Afrique, ont spéculé sur un éventuel affolement de notre part, sur une perte de sang-froid,
sur une faute quelconque susceptible de justifier certaines actions ou certaines interventions. Ceux-là se sont trompés parce qu'ils nous connaissent très mal. Avec l'appui des populations, nous aurons dégagé la nouvelle orientation politique qui s'impose. Les conditions dans lesquelles s'insérait notre perspective d'unité africaine ayant changé, nous allons calmement entrer les conclusions. En fonction de la nouvelle situation, nous allons adopter de nouvelles méthodes. Pour commencer, nous prévoyons que notre désir d'unité africaine ne provenait nullement d'un complexe de pauvres. Nous passerons avec tous les États désireux de commercer avec nous des accords bilatéraux dans le respect mutuel des intérêts réciproques. Nous ne refuserons aucune collaboration économique, aucun accord commercial, douanier ou industriel, qui est de nature à favoriser les intérêts de nos populations. En nous obligeant à rechercher ainsi tous les moyens de subvenir efficacement à nos besoins, ces événements auront le mérite d'élargir toutes nos relations dans tous les domaines. Le Congrès devra se pencher attentivement et avec réalisme sur ce problème vital. Le Congrès aura aussi le devoir de définir les relations de la République soudanaise avec le Mali et la communauté. La récente reconnaissance de la République sénégalaise avec la République française apparaît comme une dénonciation de la reconnaissance du Mali. Le délai de quelques jours qui s'est écoulé pour cette reconnaissance était destiné à s'informer dans le monde, à attendre d'éventuels développements de la situation, à prendre des gages ici et là, à faire avancer un pion ici ou là. Cela ne nous dérange guère. Mieux, cela nous permettra de clarifier les positions. Sur ce point, il vous appartient de tirer les conséquences qui s'imposent sans haine et sans rancœur. Après cela, nous devons insister sur la nécessité nouvelle et plus que jamais indispensable de la discipline du parti. Les adversaires de notre politique d'unité africaine, où qu'ils soient, ont réussi dans l'espace d'1 an et demi à ramener la fédération des 4 États à un seul État. Leur but essentiel a été atteint, mais il ne faut pas en conclure que leurs efforts s'arrêteront là. Ce serait mal connaître l'acharnement que mettent les forces de régression à essayer de terrasser un adversaire. De nombreux contacts vont nécessairement découler d'un élargissement de nos relations avec tous les États africains voisins, avec tous les pays du monde. Nous sommes d'accord avec ces